Alors, mesdames, justement, c'est à vous que je vais donner la parole. Dans le Code civil, 4 devoirs découlent du mariage. La fidélité, que chacun respecte, le secours, l'assistance et la communauté de vie. Donc il n'y a pas le devoir conjugal. Une jurisprudence ancienne a parfois assimilé la communauté de vie à un prétendu devoir conjugal. En 2019, par exemple, un homme avait obtenu le divorce au tort exclusif de son épouse au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec lui pendant plusieurs années. L'affaire avait été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme en janvier 2025. La France a été condamnée à ce sujet. Le texte soutenu par plus de 120 députés clarifie dans le Code civil que la communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles. Et il ajoute aussi l'impossibilité de fonder un divorce pour faute sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. Donc on sera avec Serge Guérin, peut-être tout à l'heure, qui est déjà là, notre excellent ami Serge Guérin, et on aime lorsqu'il est là. Simplement, c'est pour empêcher, éviter, je ne sais pas comment dire, les viols au sein du mariage. Mais en fait, qu'en pensez-vous ? Je propose que ces dames prennent la parole. Bien sûr. Au cœur de tout ça, il y a le consentement, évidemment. Au cœur du couple, c'est pour éviter les viols conjugaux. On avance bien, puisqu'avant, on ne peut plus demander le divorce pour tromperie. Maintenant, ça aussi, ça adultère, a été... Pour adultère, ça a été effacé. Moi, j'ai tromperie adultère. Moi, j'ai plutôt envie de parler aujourd'hui de devoir de plaisir conjugal. Si on parle de devoir, autant parler de plaisir conjugal. Ça ne figure nulle part. C'est quoi le plaisir conjugal ? On vous expliquera. Non mais c'est vrai, je me pose la question. C'est le devoir conjugal, le devoir de plaisir conjugal. J'espère que vos épouses ne se posent pas cette question, cher ami. Sans entrer dans l'intimité. Dans votre intimité. Non mais j'ai compris, ça y est, je viens de comprendre. Oui. Voilà. Oui. Non mais je plaisante un petit peu, mais Elisabeth Assayag. Mais vous n'allez pas mettre le plaisir conjugal en loi. Ah oui. Alors pourquoi on a mis le devoir conjugal ? Mais il n'y était pas. Justement, on a clarifié. C'était la communauté de vie. On a clarifié, on a dit qu'il n'y avait pas précisément de devoir. On a clarifié. Je trouve que ça peut se simuler, le plaisir. Moi, alors là, on rentre dans autre chose. On va pas le mettre non plus dans la loi. Si tous les mauvais coups doivent être largués, il va y avoir des célibataires. Vous savez, les hommes sont, je vais vous dire, les hommes sont très prétentieux là-dessus. Justement, c'est ce que je dis. Ils ont toujours le sentiment d'être les meilleurs amants du monde. Voilà. Et messieurs, vous en rabatteriez parfois si vous écoutiez les jeunes femmes ou les femmes lorsqu'elles parlent de nous. Croyez-moi. C'est exactement ce que je viens de dire. Je visais les hommes. Bon, mais les hommes sont d'une prétention bien souvent ou d'une vanité, persuadés qu'ils sont dans ce domaine. Voilà. Et je vois Sabrina Medjeber qui sourit parce que. Et pourquoi vous fixez Gauthier Lebret en le disant ? Il suffit d'aller mettre une petite caméra dans un dîner de filles où ça parle totalement librement de tout ça. Alors un dîner entre hommes, c'est pas toujours évident. Entre vous, vous parlez quand vous. J'ai des souvenirs de dîner avec Elliott Deval, effectivement. Alors revenons sur. D'abord, est-ce que c'est une bonne chose ? Voilà, parce que moi, je pense. Alors, ce matin, on était sur l'antenne de CNews et d'Europe 1, on disait effectivement, il y a sans doute des choses plus importantes aujourd'hui, bien sûr. Mais il n'empêche que c'est un sujet et que si cette loi interdit ou empêche le viol conjugal, il faut s'en réjouir. Absolument. Simplement, est-ce que ce viol conjugal, si tant est qu'il existait, ou même, c'est pas si tant est d'ailleurs, il existait sans doute, mais est-ce que cette loi va arrêter cela ? Comment le prouver ? C'est encore un sujet. Je pense que c'est surtout ça le sujet, et le fait que l'État en fait moralise la vie privée, que l'intime soit politisé, qu'il y ait l'immixtion de la sphère publique dans nos draps. Dans le cadre d'une relation sexuelle avec son conjoint. Ça vous choque ? Bien sûr que ça me choque. Je trouve que la vie privée, c'est la vie privée, et qu'à force de diaboliser le féminin, le masculin, le désir, la sexualité, etc. Et que vous trouvez que c'est la vie privée quand on parle de viol ? C'est ça ? Non, là c'est pas un viol conjugal. S'il y a viol, c'est à la personne d'aller déposer plainte, et là on rentre dans une procédure pénale. Mais que l'État légifère sur l'immixtion de la relation sexuelle et ce qui s'y passe entre un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou une femme et une femme. À partir du moment où on parle du foyer familial et sexuel, plus précisément, je trouve que l'immixtion de l'État me choque. Mais alors, vraiment, on va marquer une pause. On va marquer une pause. Mais moi, ce que j'entends, ou ce que je vois dans cette loi, c'est que précisément, s'il vous plaît, on
On est beaucoup, donc on ne parle pas les uns sur les autres, et ça c'est important. Ce que je vois dans cette loi, c'est qu'avant précisément, une femme ne pouvait pas aller porter plainte pour viol parce que la loi suggérait que c'était un devoir conjugal de faire ce qu'elle devait faire avec son mari, et qu'avec cette clarification, elle pourrait aller porter plainte contre son mari pour viol. Mais Pascal, donc c'est pas une immission dans la vie privée. Pascal, imaginez-vous le nombre de personnes au commissariat parce que l'un ou l'autre a dit précisément au nom du consentement que je n'ai pas eu envie de faire l'amour avec toi hier soir. Et la personne se vexe et elle va déposer plainte au nom du devoir conjugal. Vous imaginez le nombre de personnes dans les commissariats? Je ne peux pas dire parce que c'est une situation que j'ai peu connue. Nous avons donc ce thème, les députés qui ont voté hier la fin du devoir conjugal, et nous disions quasiment unanimement que c'est une bonne chose, sauf notre amie Sabrina Medjeber qui donnait ses arguments. Comment mettre en perspective cette loi qui a été votée ? Alors déjà, première chose, elle a été votée à l'unanimité, ce qui dans la période est relativement agréable, on pourrait dire. Donc après tout, profitons aussi des moments d'unanimité. Deuxième élément, ce qui est intéressant, c'est que ça participe globalement d'un vaste mouvement de droits des femmes et de reconnaissance des droits des femmes. Et celui-là était très très profond, puisque c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que globalement on disait les femmes n'ont pas le choix, quoi. Il y a un couple, c'est fait pour ça. Alors, c'était fait. Ça l'amuse beaucoup. C'est difficile de garder. Voilà. C'est Gauthier. Il n'y a pas de Gauthier. Alors, qui me regarde droit dans les yeux. Après, c'est le professionnalisme, arriver à rester sérieux. On est d'accord. Je peux pas être partout, monsieur. Ouais, voilà. Donc, mais c'est important. Donc, soyez sérieux. Donc, très longtemps, rapprochez-vous du micro. Très longtemps, en effet, cette histoire de devoir conjugal était. Il n'y a pas de débat. C'est comme ça. Il n'y a pas de débat pour les ébats, en quelque sorte. On doit, c'est obligatoire. D'abord, je rappelle que le mariage était fait au départ pour la coproduction d'enfants. C'était quand même ça. Vous appelez ça la coproduction? Oui, il faut être deux pour faire un enfant. C'est un terme. Chacun prendra le terme qu'il veut. Et puis, il se trouve que progressivement, les gens disent oui, on peut être aussi marié pour d'autres raisons, qui s'appellent l'amour, vivre ensemble, ainsi de suite. Voilà. Et puis, mais il y a toujours eu cet élément. Alors, je rappelle que parfois, c'est l'inverse. C'est aussi les femmes qui peuvent demander, le monsieur non, mais on n'a pas de statistiques. Est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on sait, par exemple, le nombre de femmes qui font l'amour avec leur mari et qui ne le souhaitent pas ou qui ne le souhaitent plus? Et est-ce qu'on sait également le nombre d'hommes qui font l'amour avec leur femme et qui ne le souhaitent pas ou qui ne le souhaitent plus? Est-ce qu'il y a des enquêtes là-dessus et des chiffres? J'en suis pas certain. Comme vous disiez, c'est quand même compliqué d'aller sonder les draps. Et par ailleurs, entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, il y a sonder les draps. Oui, sonder les draps. Sonder les draps. Est-ce que les gens... Monsieur Guérin, je sens bien qu'à chaque fois, mettez un peu du bien. Mais non, justement, c'est pour voir votre niveau de sang-froid. Et je vois que finalement... on est discipliné. Non, mais sérieusement, je pense qu'il doit y avoir... Mais il y a des enquêtes sur l'amour et la sexualité des Français. Il y en a plein. Bon, alors, par exemple, est-ce qu'on sait le nombre de rapports, un couple qui vit ensemble depuis 10 ans. Voilà, on va pas prendre la rencontre, le début de l'amour. Un couple qui vit ensemble depuis 10 ans et qui est marié, donc, et qui s'aime. Est-ce qu'on sait la fréquence des rapports amoureux? Alors déjà, être marié et s'aimer peuvent être deux choses différentes. Oui, quand même. Donc, mais par ailleurs, globalement, prenons un couple qui va bien, qui vit, qui va bien. Globalement, aujourd'hui, si on regarde les choses en vrai, et pas dans les discours et tout ça, c'est à peu près un rapport par mois. Pardon? C'est tout? Bah oui. Un rapport par mois. Qui va bien? Non. Oui. Non. Donc, entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Un rapport par mois après 10 ans de mariage? Après 10 ans de mariage. Mais après 20 ans, alors il y a. C'est négatif. Ou alors c'est. En coloc. Cela dit, vous avez à peu près 20%, on n'a pas de chiffre exact. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est la fréquence. Ce qu'on sait, c'est que les gens, globalement, aujourd'hui, ont moins de relations sexuelles qu'il y a 20 ans, 30 ans. Ils ont moins de relations. Je parle des couples. Je parle pas des gens célibataires aujourd'hui qui, effectivement, ont peut-être moins d'aventures qu'ils n'avaient il y a 20 ans pour les raisons qu'on imagine, parce que c'est peut-être plus difficile de rencontrer quelqu'un, ou alors il y a peut-être plus de peur des deux côtés, je n'en sais rien. Mais je parle d'un couple. Un couple, aujourd'hui, statistiquement, fait moins l'amour qu'il ne le faisait en 75, 85 ou 95. Tout à fait. Et pourquoi? Alors, il y a plein de raisons. Il y a y compris la concurrence d'autres acteurs qui s'appellent les écrans, par exemple, et ainsi de suite. Et ce qui fait, donc tout ça fait qu'aujourd'hui,
globalement, en moyenne, les gens ont plutôt tendance à avoir moins de rapports qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Mais vous les rencontrez, vous les rencontrez pas du tout, ces gens-là, parce que c'est quand même un rapport par mois quand tu es avec quelqu'un depuis 10 ans, donc on peut imaginer que tu as 35 ans, tu es quand même dans la jeunesse, dans la force de la jeunesse, ça peut ne pas être satisfaisant, donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi de l'infidélité. Alors il peut y avoir ça, mais il peut y avoir aussi le fait simplement entre le travail et déjà avoir fait des enfants, un certain nombre de gens, il y a une sorte de fatigue, et plein de gens disent... une fatigue, il y a 35 ans, c'est que le désir s'est émoussé. Certains disent d'ailleurs que le lit conjugal est le tombeau du désir, je l'ai entendu. Certains disent que la proximité d'être ensemble tous les jours tue un peu le désir, et qu'au contraire, le désir a besoin de mystère, d'absence, de distance. C'est intéressant ce que vous dites, parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui... Beaucoup de gens disent aujourd'hui, en couple, qu'ils préfèrent vivre séparément et pour se voir justement pour les bons moments, dont les moments au lit. Donc c'est vrai qu'il y a cet élément-là aussi de dire... Alors, on cite toujours Gérard Houry, Michel Morgan, qui était un couple des gens mythique. Beaucoup moins connus. Oui, mais c'était une figure, dans ma génération, on disait, voilà, c'était une figure de l'amour, de chacun chez soi, et cet amour a perduré jusqu'à... Bon. Mais quand tu as des enfants, c'est compliqué de vivre séparément, quand on s'aime. Et puis il y a une problématique économique quand même. Mais n'empêche qu'une partie de plus en plus importante préfère la décohabitation, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est marié ou pas marié, mais en tout cas on ne vit pas ensemble. Alors, c'est pas tout le monde, y compris pour des raisons économiques, mais dans les attentes, beaucoup de gens disent j'aimerais bien que ce soit comme ça. Donc on ne peut pas, pour revenir à notre débat, les députés qui ont voté hier, je rappelle, la fin du devoir conjugal, on ne sait pas combien c'est essentiellement des femmes qui étaient concernées par l'obligation, on va pas se raconter l'histoire. Et on ne sait pas combien de femmes, précisément, statistiquement, devaient assurer ce qu'on appelait dans le temps le devoir conjugal, en pensant peut-être à autre chose, et qu'elles sont aujourd'hui bien contentes que les mentalités aient changé, parce que au-delà de la loi, je pense que aujourd'hui, effectivement, prenons toujours notre exemple d'un jeune homme de 35 ans, il ne force pas sa femme, j'imagine, comme les générations précédentes, il y a 50 ans ou 100 ans, pouvaient exiger d'une femme certaines choses. Je pense que les mentalités ont changé. Est-ce que je me trompe ? Vous avez parfaitement raison. En fait, la loi ne vient que suivre l'évolution des mentalités. Elle ne favorise pas l'évolution des mentalités dans ce cas-là. Elle est juste à mettre en scène, en loi, un fait qui est déjà extrêmement fort. Bon, vous avez peut-être des questions, parce que je parle, mais cette loi qui a été votée à l'unanimité ne fait en réalité que consacrer une jurisprudence qui remonte déjà à 90. Moi, je me souviens des toutes premières décisions des cours d'assises qui acquittaient, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir du viol, ça faisait un scandale, jusqu'au jour où on l'a dit, en 90, il peut y avoir viol entre époux. Ça a été une première dans les années 90. Donc depuis, il y a eu plusieurs décisions en ce sens, et la loi ne fait que consacrer ce qui est aujourd'hui admis dans l'opinion et par la justice. Est-ce que vous voulez quelques chiffres ? Oui. Des chiffres étonnants, je vous assure. J'ai retrouvé une étude de l'IFOP. Donc, il faut savoir que 24% des 18-69 ans, c'est à date de 2024, font remonter leur dernière relation sexuelle à plus d'1 an. La fréquence des rapports s'érode. 43% de nos concitoyens déclarant une relation sexuelle hebdomadaire contre 58. C'est les 18-69 ans. Mais oui, c'est très large comme panel. Mais oui, c'est les 69 ans 2000 personnes. Oui. Peut-être qu'il pense à sa grand-mère, je ne sais pas. Non, non, mais parce que ça montre aussi un certain déclin, parce que tout à l'heure on cherchait des chiffres, donc moi je vous trouve une étude, voilà. Et en réalité, 43% de nos concitoyens déclarent une relation sexuelle hebdomadaire contre 58% en 2009. Donc vous voyez, il y a un vrai déclin de la sexualité. Elisabeth Assayag. J'ai une question pour vous, monsieur. En termes de catégorie sociale, est-ce qu'on voit une différence aussi là-dessus sur cette notion de consentement et cette notion de devoir conjugal ? Très bonne question, parce que globalement, sur ce genre de choses, ça démarre du haut de l'échelle, on va dire. Et ça veut dire que plus on est diplômé... Voilà, globalement, ne serait-ce que parce que les femmes, plus elles sont diplômées, plus elles connaissent leurs droits, plus elles sont autonomes, plus elles peuvent dire non et quitter l'homme et ne pas perdre d'argent. Voilà, il y a tous ces éléments-là. Donc le travail, la scolarité et le travail vous donnent de l'autonomie. Et quand on a plus d'autonomie, on est aussi capable de dire plus non. Excellente question, je vais la prolonger. Est-ce qu'il y a une différence du nombre de rapports sexuels en fonction de la catégorie sociale ? Je ne parle pas d'âge là, parce que d'âge, on imagine que quand on a 80 ans, on fait moins de câlins que quand on en a 25. On y reviendra pour aller dans les EHPAD. Non.
Bon, j'imagine. C'est quand même pas des boîtes de nuit. En tout cas, on est moins. Bon, est-ce qu'il y a une différence du nombre de rapports sexuels en fonction de la catégorie sociale? Très bonne question. Alors, là encore, globalement, le dialogue ou la capacité de rencontre, plus on s'élève dans les catégories sociales, plus on a une capacité de rencontre. Plus on a une capacité de rencontre, plus ça peut se faire. Donc de ce point de vue-là, moins on a d'argent, moins on est en forme, plus on est dans une catégorie sociale défavorisée, moins on rencontre de gens. Oui. Donc globalement, c'est vrai que ça se passe moins on a de liens de socialisation, évidemment. C'est sexagénaire, riche. Célèbre, glorieux. En fait, c'est forme olympique. En fait, c'est. Je dirais c'est un sexado. Non, mais c'est le livre de Welbeck. Un sexado. On ne parlait pas parce qu'on marque une pause, on est en retard. Mais en fait, c'est le livre de Welbeck, extension du domaine de la lutte. C'est exactement ça. C'est-à-dire que chacun a un prix sur le marché de la séduction. Et plus t'es jeune, plus t'es beau, plus t'es riche, plus le prix est élevé. Bien évidemment.